Ok, alors aujourd'hui je vais vous parler donc d'un projet sur lequel je travaille depuis maintenant quelques mois. L'idée c'est de rajouter Vulkan dans Virgil Renderer. Donc Virgil Renderer qui est une API un peu louche qui a pour but d'apporter de l'accélération 3D dans une VM. Voilà. Donc pour ça, on va commencer par vous expliquer un peu, pas dans le détail, mais Vulkan, donc qu'est-ce que c'est, comment ça marche, les points qui nous intéressent. Ensuite Virgil Renderer pour tous ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite comment on va faire un driver Vulkan et comment on va justement l'intégrer avec Virgil Renderer. Donc tout d'abord, Vulkan, qu'est-ce que c'est? Vulkan, c'est une API où la première spec a été donc officiellement release en 2016. Donc c'est assez récent, c'est Chronos qui la publie et qui travaille dessus. Et elle a été majoritairement adoptée par tous les moteurs qui sont intéressants. Genre donc Unreal Engine 4, Unity, etc. Ce qui fait qu'enfin, il est bien utilisé alors que bon, ça faisait quand même 20-30 ans qu'on avait OpenGL. Donc voilà. Pourquoi ça a été utilisé et pourquoi c'est bien? En fait, c'est que Vulkan, l'idée c'est qu'on va juste virer en fait toute la magie d'OpenGL où il va faire des trucs un peu dans son coin. Vulkan, c'est je te demande de faire un truc, tu le fais et tu as un comportement qui est constant, qui est prévisible. C'est je vais pas, tiens, là tu m'as envoyé 10 commandes donc je vais faire un bundle, je vais te les envoyer, ça va prendre plus de temps. Enfin, Vulkan, il a un comportement qui est assez clair et l'idée en fait c'est de retirer toute la couche d'abstraction du type hey, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'afficher un vertice? Parce que ça, on n'a pas envie de l'avoir, mais plutôt vas-y, tu vas pouvoir choisir quelle carte graphique tu veux, comment tu vas les assembler, sur la carte graphique, quel type de mémoire tu veux utiliser pour tel buffer. Enfin, on a vraiment un contrôle sur le device et donc ça va matcher justement les besoins qu'on a actuellement. Euh, donc, grosso modo, pour faire simple, à quoi ça va ressembler? C'est on va avoir donc avant le modèle où on a une application qui est assez simple pour afficher des triangles avec GLFW, etc. C'est 30 lignes et pour faire de l'OpenGL pur, bon, on va être sur quelques centaines de lignes. Je veux dire, on est sur des programmes très courts pour faire des trucs de base. Sur du Vulkan, pour faire un compute shader, donc on n'a pas de gestion des frame buffers, etc. On est déjà sur 1000-1200 lignes en fonction de si on check les erreurs ou pas. Donc on est sur une tâche qui est beaucoup plus grande à faire pour quelqu'un qui fait une application. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, au niveau du driver, on a beaucoup moins de choses. Euh, Ça va nous simplifier la vie et c'est pratique. Donc, à quoi ça ressemble en dessous? Tout en haut, on a notre application Vulkan ici, et ici, on a notre driver. Entre les deux, en fait, Vulkan a ce qu'on appelle donc une gestion de loader et de layers. L'idée, c'est que quand votre application va vouloir appeler une fonction Vulkan, en fait, elle va d'abord appeler un loader. Donc le loader, typiquement, il va regarder, ok, tu veux appeler tu veux appeler une fonction Vulkan. Je vais regarder sur ton système quels sont les implèmes que tu as. Ok, tu as un GPU Intel, un GPU Nvidia, bon, bah, c'est le driver actuellement utilisé, c'est Nvidia, donc je vais partir sur cet implème. Enfin bref, il va un peu choisir ce qu'il fait et il va aussi pouvoir nous, et voilà, il va aussi nous laisser choisir des layers de validation. L'idée, c'est que quand on utilise OpenGL et qu'on utilise mal une fonction OpenGL, OpenGL nous dit hey, au fait, tu es en train de faire n'importe quoi, ça s'arrête. Sur Vulkan, on n'a pas envie de ça. Parce qu'on a envie, si on a un moteur qui est release en public, qui marche, qui est normalement est bien développé, bah on n'a pas envie qu'il refasse tout le check de est-ce que tu m'as envoyé un objet qui a du sens. Donc, on va pouvoir activer seulement, par exemple, au moment du debug, des layers de validation. Typiquement, on va pouvoir dire bon, bah maintenant, j'aimerais que tu checkes est-ce que mes paramètres sont corrects, j'aimerais que tu checkes est-ce que j'ai pas des problèmes de concurrence dans mon programme, enfin bref. On va pouvoir activer tout un tas de passes qui vont pouvoir ralentir notre programme. Et dès lors qu'on va compiler pour une release, alors on va pouvoir les virer. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est que si on implémente un driver, on n'a pas envie de refaire ces validations tout le temps. On n'a pas envie de se dire, ok, bah maintenant je vais implémenter le truc pour Intel, je vais me retaper tous les trucs de validation possibles. C'est long. Donc l'idée de les mettre avant, c'est justement que n'importe qui puisse les réutiliser potentiellement dans son programme et rajouter layers s'il y a besoin. Donc, on passe sur notre loader qui choisit l'emblème. S'il y a besoin, il va dans des layers. Sinon, il passe directement autour. Et on arrive dans Mesa. Mesa, donc c'est le driver Userland que vous avez probablement sur votre machine. En fait, il y a deux emblèmes actuellement dans le tree qui sont bien visibles. C'est Intel slash Vulkan, AMD slash Vulkan ou Radeon slash Vulkan, je sais plus. Bref, donc ces deux emblèmes de Vulkan existantes qui sont très similaires sur la partie top, on va dire, de l'API. Par exemple, il y a pas mal de fonctions où mot à mot c'est les mêmes. Et ensuite, on va avoir la partie spécifique qui va directement communiquer avec notre driver kernel et on retrouve un modèle classique. Donc, on a vu, Vulkan c'est une API relativement bas niveau, simple, ok, simple, non, justement au contraire. Mais simplement, bon, c'est pratique dans notre cas. Virgil Renderer, qu'est-ce que c'est?
Donc l'idée c'est d'avoir de l'accélération 3D dans une VM. Donc pour ça, ça a été fait à une époque où OpenGL c'était un peu le leader sur le marché, ce qui est toujours un peu le cas. Donc ça a été pensé pour OpenGL et ça marche sur Linux très bien. L'idée c'est que donc là on est sur comment dire, tout ce qui est en bleu c'est donc notre guest et tout ce qui est en vert c'est notre host. Okay, donc là on a notre guest qui va avoir une application 3D avec son driver Zurland quelconque et pour la partie OpenGL en fait on va rajouter dessus un backend pour VirGL qui va récupérer par exemple toute notre comment dire, donc ça va pas être les calls OpenGL mais la partie la représentation intermédiaire. Il va le passer à un kernel driver qui est fait pour VirGL Renderer qui va grosso modo prendre ces calls qui sont plus OpenGL mais on va dire OpenGL, les impacter, les envoyer au kernel. Le kernel derrière va voir les calls, dire ok bah ça correspond grosso modo à tel call OpenGL et il va derrière réappeler OpenGL côté userland. Ce qui fait qu'en fait ici donc on a appelé de l'OpenGL, là on est passé par une représentation intermédiaire qui représente je crois 30-40 commandes différentes, enfin quelque chose de beaucoup moins verbeux que l'API d'OpenGL. Et ensuite ici on va appeler de l'OpenGL et arriver. Ok. Ça marche sur Linux, ça marche bien à condition que vous ayez une distro type Fedora, etc. Les autres, il faut installer tout ça et c'est pas forcément trivial parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent casser. Le support Windows, on n'en parle pas, il est quasiment inexistant. Voilà. Et pour communiquer, donc voilà comment ça se passe. L'idée c'est qu'on a vu qu'on prend de l'OpenGL, on fait un peu de magie avec et on sort une trentaine de commandes. Pour les envoyer, en fait, on va les écrire en fait donc sur nos buffers de mémoire. On va écrire nos commandes une par une, tac tac tac, on est content. Et ce qu'on va envoyer en fait à l'userland, c'est via ce qu'on appelle un descriptor. Donc c'est un buffer qui va contenir en fait les pointeurs des zones qui nous intéressent, qui contiennent les commandes. On met ça dans un ring buffer. Et après, quand on passe côté host, on pop les différents éléments du ring buffer. On prend les pointeurs, on dit ok, ça correspond à telle page du guest. Alors on les prend, on déréférence, on récupère les commandes et on les envoie à VirGL. Donc globalement, ça c'est en fait le mécanisme d'un device Virtuio. C'est rien de particulier et le Virtuio GPU pour l'instant n'a pas grand chose de spécial comparé à un autre device Virtuio classique. On a un ring buffer et on envoie des commandes. Voilà. Ça c'est en train de changer. On est justement en train de se poser la question de est-ce qu'on n'a pas envie de mapper des zones de Lost directement dans le guest. Parce que par exemple, quand vous avez une carte graphique, typiquement en fait il y a des buffers que vous allez vouloir écrire en fait sur votre device. Et donc pour ça en fait il y a des zones que vous pouvez accéder depuis la RAM. Est-ce qu'on a envie de faire ça? Ça, c'est justement une des questions qu'on est en train de se poser. Bref, nous, c'est un peu compliqué ça pour nous, parce que bon, ça pose plein de problèmes, on est en kernel, enfin on n'a pas envie. On a envie d'être en userland et d'utiliser ça comme une API classique. Donc il y a un truc qu'on appelle vtest. L'idée de vtest, c'est qu'on va prendre Mesa et on va se plugger dedans, et au lieu d'avoir un backend qui fait des IOCTL pour aller vers un driver kernel et rajouter tout un tas de problèmes, on s'arrête à l'userland et on envoie en fait les commandes dans une socket Unix. De l'autre côté, VirGL il a un front-end qui peut lire directement dans la socket Unix, récupérer les commandes et après appeler VirGL. Donc ça c'est très pratique, en fait ça va nous permettre de tester justement toute la stack, vraiment la partie haute userland et après VirGL et voir si ça marche. Et au moins ça nous permet de ne pas avoir à débugger un state avec un guest, un host, enfin bref, un truc qui est assez insupportable. Donc, maintenant on va voir comment on implémente notre driver Vulkan et comment on fait actuellement le projet. Donc on reprend notre modèle, on est content, on a donc plusieurs composantes et celle qui nous intéresse c'est donc nos applications de test, ça paraît normal, et le driver. Tout le reste, la partie loader, validation layer, etc., on ne va pas justement y toucher, on va utiliser celle existante. Pour l'utiliser, il faut dire justement au loader que hey, maintenant tu as un nouveau driver, utilise-moi. Donc pour ça, ça se fait très simplement, c'est juste un JSON où on lui dit hey, au fait, moi j'ai un driver Vulkan qui supporte l'API version 1.1 et de l'autre côté, tu vas trouver la lib dynamique à cet endroit. Ce qui fait qu'après, le loader va dire, quand une application Vulkan lui demande, au fait, finalement, tes calls, tu vas aller vers cette lib Vulkan et ça marchera. Pour faire en sorte que notre loader puisse communiquer avec nous, il y a deux fonctions à appeler, il y a deux fonctions à implémenter et c'est tout. Donc la première, c'est ICD negotiate loader, ICD interface version, enfin bref, ce truc-là. Globalement, c'est juste pour dire au loader comment tu dois te comporter. Le loader va avoir 4 versions, je crois, de comportements différents. Donc nous, on est sur la 4, je sais plus. Enfin bref, c'est la doc. Mais l'idée, c'est juste lui dire, voilà, maintenant, quel symbole tu vas aller chercher pour récupérer les symboles Vulkan, pour le coup, et comment tu travailles avec moi.
Et ensuite, on a la fonction donc getInstance_proc_address, où là, typiquement, il va juste nous envoyer une string. J'aimerais que tu ailles me chercher vk create command buffer. Et nous, on va lui dire, ok, bah, si tu veux appeler cette fonction, c'est à tel endroit. Donc là, derrière, pour ceux qui se souviennent LDSO, c'est on a une hash table avec nos symboles, et on va juste renvoyer les adresses qui correspondent. Donc, un driver Vulkan, au final, c'est très simple. On a juste 2 points d'entrée à implémenter, et tout le reste. Donc, pour faire tout le reste, on commence à avoir des problèmes. Donc Virtual Renderer, on a dit que c'était implémenté pour OpenGL. OpenGL, on a une grosse state machine avec beaucoup de magie derrière. Et on a justement, vu qu'il y a cette state machine qui a un comportement qui n'est pas forcément constant, on peut se permettre de dire, ah bah tiens, toutes ces commandes, je vais les impacter en 30 commandes différentes, puis après je vais refaire de la magie, je vais l'appeler de l'OpenGL, et c'est pas exactement la même commande, mais le comportement va être le même. Sur Vulkan, on peut pas vraiment faire ça. Parce que soit on rajoute un layer d'abstraction par-dessus, et on dit, bon, bah finalement, je t'expose qu'un seul device avec un seul type de mémoire, et là, on a perdu. Parce que bah, toutes les applications au-dessus vont dire, bon, bah ok, j'ai qu'un seul truc, je vais l'utiliser. Ils vont pas pouvoir faire de choses performantes, intéressantes. Ou alors, on fait de l'API forwarding. Ce qui n'est pas non plus intéressant, on aimerait quand même un peu éviter ça. L'API forwarding, l'idée, c'est juste, je prends une commande Vulkan, je vais la sérialiser, je vais l'envoyer à Lost, et Lost va juste appeler Vulkan tel que. Voilà. Donc, première étape, on va set up notre application de test. Et pour ça, en fait, on va pas du tout faire d'application 3D visuelle avec des triangles, des jolis frame buffers, parce que Vulkan a décidé une chose. Toute la gestion des frame buffers, ça ne fait pas partie de la spec par défaut. En gros, le problème qu'il y a, c'est que dès que vous commencez à jouer avec des frame buffers et que vous devez afficher quelque chose, vous avez le problème de la plateforme dépendante. Genre, votre OS va gérer ça différemment, votre Window Manager va vouloir avoir des trucs différents, si vous êtes un serveur X ou autre, enfin bref, il y a énormément de problèmes qui arrivent. Et au lieu de se dire on va le mettre dans l'aspect de Vulkan et ça va causer plein de problèmes, en fait, ils font des extensions. Donc l'idée, c'est que en fait, dès qu'on touche à des frame buffers, ça touche à des extensions qui sont plateforme dépendantes, etc. Pour l'instant, on veut rester générique, donc un copy de buffer, et ça nous permet donc d'éviter WC. Ça, c'est toute la partie extension de display. Ok, donc globalement, on essaie de faire un truc le plus minimum possible pour pouvoir le débugger facilement, avoir des traces. Donc le truc que vous ne pouvez pas lire, c'est globalement la trace du programme complète, ce qui fait qu'on voit que c'est quand même très court, qu'il n'y a pas beaucoup de fonctions implémentées, donc c'est plutôt bien. Et donc si on le divise de façon lisible, ça c'est les étapes qu'on a. On a création d'instance, allocation de pipeline, buffer, ce qu'on veut. On alloue la mémoire, on set notre mémoire. On va appeler nos compute shaders qui vont faire une opération quelconque. Genre là, c'est j'additionne deux nombres et je l'écris dans un tierce buffer. Yes. Et ensuite, on récupère nos data, on fait le cleanup. Ok. Donc create instance, c'est la première étape de notre driver. L'idée, c'est appeler une seule fois. C'est un peu l'équivalent de gl create context. Voilà, c'est l'idée. On va créer un truc qui va nous englober tout notre state. Et donc c'est ici que sur notre driver, on va pouvoir initialiser toutes nos structures. L'idée, c'est d'éviter que... L'utilisateur, ce qu'il va vouloir faire en permanence, c'est voir l'état de la machine. Récupérer, j'ai combien de GPU, j'ai combien de zones mémoire, j'ai combien de machin. Au moment de l'instance, pour l'instant, ce qui est fait, c'est on va récupérer tout le state de la machine au niveau de Lost en lui disant, ok, donne-moi toute ta mémoire, tous tes buffers, tous tes trucs. Je récupère tout au niveau guest. Et ce qui fait qu'après, les get sont assez rapides. Le problème qu'il y a, c'est que là, par exemple, si on prend en compte le plug, genre je change de carte, bah ça marche pas du tout. Genre le guest le saura jamais parce qu'il a pris le state au moment où l'application démarre. Ensuite, on crée nos pools, on crée nos pipelines, donc tout ça c'est différents éléments dont on a besoin pour faire notre compute shader. Et on arrive au moment de l'allocation de mémoire. Alors, bon, bah ça nous fait quelques catégories de commandes, ok, très bien. Pour l'allocation de mémoire, on arrive à la sélection des devices. Donc, sélection des devices. L'idée, c'est que donc on va pouvoir choisir les GPU qu'on veut. L'aspect Vulkan, ce qui est plutôt bien, en fait, c'est qu'ils ont la notion de virtual GPU. Donc, l'idée pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre en fait tous les périphériques de Lost et on va les mapper dans le guest. Enfin, les mapper. On va dire au guest, t'inquiète, tu les as. C'est juste qu'au lieu d'être un Intel HD Graphics 5500, là, ça va être un Virtaio GPU qui va avoir la notion de vGPU. Bon, ça change pas grand chose. Tout ce qui est création d'objets, c'est du forwarding. Parce que, comme on l'a dit, on n'a pas envie en fait non plus de commencer à rajouter un layer d'abstraction sur Vulkan. Et on arrive à la partie allocation de mémoire et envoi des données. Ça, c'est justement là où on va pouvoir commencer à faire des choses intéressantes. Donc, comment ça se passe? L'idée, c'est que vous allez créer un buffer. Donc d'abord, vous allez allouer de la mémoire sur le GPU. Donc je vais allouer une zone de mémoire d'un type particulier. Ensuite, dessus, je vais la subdiviser en buffers. Et ensuite, ces buffers, je vais pouvoir les mapper et écrire dedans comme si j'écrivais dans un buffer en mémoire classique.
Donc pour ça, d'abord on sélectionne notre type de mémoire. En fait, sur votre GPU, vous allez avoir différents types de mémoire qui ont des caractéristiques différentes. Par exemple ici, donc ça c'est sur une AMD, je sais plus quoi, on voit en fait qu'il y a deux types de mémoire. Il y en a un qui est local au device, donc ça veut dire qu'on ne peut pas la mapper directement dans notre host et on ne peut pas écrire dessus. Par contre, généralement l'avantage c'est qu'elle est plus rapide. De l'autre côté, on va avoir une mémoire qui est mappable et qui est host cohérente. Donc ça veut dire qu'en fait, au moment où je mappe la mémoire, si je fais une modification dedans, elle est automatiquement faite sur le device. J'ai pas à gérer de synchronisation là-dessus, c'est fait. Mais ça nous pose un problème. Parce que comme on l'a dit, Virtual GPU, on est en train de se poser les questions de est-ce que je vais mapper la mémoire dans le guest, dans le host, etc. Mais c'est pas encore fait. Donc pour l'instant, on n'a pas en fait de zone de mémoire partagée entre le guest et l'host. Donc on se retrouve avec exposer une API où on lui dit bah vas-y, je te mappe un buffer, tu vas copier de la mémoire dedans. Et quand est-ce qu'on sait qu'il a fini de copier la mémoire? Parce que vu qu'il n'y a pas explicitement de message qui nous dit au fait, j'ai fini de copier, vas-y, tu peux. Enfin, on commence à avoir le problème de synchronisation. Et donc, soit ce qu'on fait, c'est à chaque fois qu'on va faire une commande buffer, on flush tous nos buffers. C'est un peu moche. Donc, ce qu'on fait pour l'instant, c'est toute la mémoire que nous fournit le Lost, on la montre au guest comme une mémoire qui n'est pas cachée. Qui est cachée, justement. L'intérêt, en fait, c'est que maintenant, on va forcer les applications à explicitement dire ok, j'ai fait ma copie en mémoire, donc maintenant, tu vas pouvoir faire ton transfert. Voilà. La question que je me pose, franchement, parce que ça je l'ai fait genre ce week-end en fait, c'est à quel point ça va casser les applications qui s'attendent à avoir au moins une zone host cohérente qui est relativement répandue, vu qu'il y a ça à peu près sur tous les périphériques. Je me demande, enfin voilà, c'est quelque chose qui va être intéressant. Donc, dans les étapes qui restent, globalement, il reste pas énormément de choses. Donc, maintenant qu'on voit comment allouer de la mémoire transférée, il reste juste en fait à faire le tracking d'objets de buffer. Donc, comment ça se passe sur VirGL? L'idée, c'est quand vous allez créer une ressource, elle rentre dans une hash table qui est spécifique à une instance, et à ce moment-là, vous allez avoir une bundle et vous pouvez travailler avec. Ça fonctionne. Donc, il faut juste en fait rajouter les commandes qui vont dire ok, bah, créer buffer, ça va créer ce type d'objet dans ce frame buffer. De l'autre côté, la création de command buffer, c'est exactement la même chose. En fait, c'est juste que c'est des fonctions qui sont très longues à écrire parce que c'est lent, c'est toujours la même chose et c'est super ennuyeux. Mais voilà. Et ensuite, le polling on 5 primitives. Donc ça, en gros, c'est que une fois où, en fait, votre GPU, l'idée, c'est que c'est pas je fais une fonction et j'attends son résultat. C'est asynchrone. L'idée, c'est que vous allez envoyer en fait un certain nombre de commandes qui vont être exécutées et à un moment donné, elles vont être terminées. Mais vous n'avez pas de garantie là-dessus. Et donc, en fait, l'idée, c'est que vous allez pouvoir placer des primitives de synchronisation. Par exemple, là, je vais mettre une barrière pour dire, ok, bah, cette commande-là, elle devra surtout pas être exécutée avant que celle-ci se termine. Et ainsi de suite. Et on va pouvoir aussi checker justement nos barrières, voir dans quel état elles sont. Est-ce qu'elle a été passée ou pas. Ce qui fait que typiquement, là dans notre cas, c'est j'écris de la mémoire. J'écris par exemple mes chiffres d'entrée dans mon buffer. J'exécute mon compute buffer qui va faire une opération. Et au moment où j'ai envie de les lire, j'ai envie d'être sûr que le compute buffer soit complètement terminé. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je mets une barrière après l'exécution de mon buffer, de mon compute shader, et je check l'état de cette barrière. Tant que cette barrière n'est pas passée, alors dans ce cas-là, ma data n'est pas censée être constante de l'autre côté. Voilà. Et ça, c'est pas encore fait parce que faut justement actuellement dans Virtual Renderer, la méthode c'est vas-y, je poll, je vais demander au guest, à l'host toutes les secondes. Et au fait, est-ce que t'as fini, est-ce que t'as fini, est-ce que t'as fini? C'est peut-être pas la meilleure méthode, donc voir si on fait autre chose, mais bon, voilà. Donc globalement, c'est écrire environ encore une quinzaine de commandes voilà, je fais du forwarding de commandes. Il y a un truc de génération de code sur lequel j'ai travaillé pendant pas mal de temps qui marche à peu près sur tout sauf les cas particuliers. Le problème c'est que chaque fonction a l'air d'être un cas particulier pour l'instant sur celle que j'ai, donc c'est pas super pratique. Et normalement le 23 juillet il devrait y avoir une annonce officielle sur les ML Virgl du ça marche normalement et on peut exécuter un command buffer jusqu'au premier. Après on va cracher juste après le premier command buffer, c'est normal, mais au moins on aura fait un command buffer. On aura exécuté un compute shader et on aura eu les résultats, ça devrait marcher. Si tout va bien. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près le state. Pour le tester, c'est assez simple, j'essaie de faire un truc assez propre. Vous clonez ce repo qui contient un script shell, vous exécutez le run démo, et là il va vous cloner Mesa, il va vous cloner Virgil, il va vous cloner l'application de démo, enfin ouais, tous ces trucs-là. Il va tout compiler, il va tout exécuter, et à la fin vous aurez dans l'état actuel, je crache sur allocate buffer machin, parce que la fonction est pas implème, donc voilà, c'est normal. Voilà. Donc ça c'est la liste des repos, mais c'est celui-là qui est intéressant si vous voulez tester. Le reste c'est le code quoi. Voilà.
Et ça, c'est le site pour le projet Virgil Renderer à la base, qui est toujours le même depuis je sais pas combien d'années, donc il n'y a pas grand chose d'update dessus, c'est normal. Et voilà, est-ce que vous avez des questions? Ouais. Ok. Alors par exemple, tu peux prendre l'exemple de Antoine Damet qui est là-bas. Voilà. L'idée c'est que maintenant par exemple, eux ils ont un produit, c'est les Shadow ou Blade, je sais jamais dans quel sens, mais bref, c'est des boîtiers vidéo et tu es connecté à un data center et là tu as ta petite VM Windows sur laquelle tu joues. Et l'idée en fait c'est que toi tu as juste ton décodeur et dans ta VM tu vas jouer à ton jeu vidéo et avoir toujours les perfs. Bah en fait tu as envie dans ce cas-là d'avoir des perfs. Ou même tu lances un Windows parce que tu as un Linux et tu as envie d'avoir Word, bah Word, tu as de l'accélération 3D. Voilà. Donc bon. Ouais. Alors, Mesa. Pof. Je savais que j'aurais dû mettre ce schéma. Euh, Plum. Non. Ouais, bon. J'ai pas un super schéma. Globalement, sur ta stack graphique Linux. Donc, ok, on va faire la version OpenGL simple. Ok. Tu as une application OpenGL tout en haut qui va faire des calls vers OpenGL. De là, en fait, tu vas arriver sur un premier truc, c'est libgl. Donc, c'est juste une lib qui va te fournir les points d'entrée OpenGL. Ok. Ensuite, celle-ci va appeler Mesa. Mesa, derrière, en fait, tu vas avoir un gros, ce qu'on appelle un state tracker. L'idée, c'est quand je te fais un GL begin, puis ensuite, je sais plus c'est quoi, advertice ou machin, bah, en fait, il va retenir l'état de où tu en es sur ton process en disant, ok, là, il est en train de m'envoyer des vertices, donc moi, je vais les enregistrer dans un buffer quelque part. Puis au moment où il va faire end, alors ce buffer, bah, je vais le terminer et je vais mettre un peu de magie autour. Puis au moment où il va me dire, hey, s'il te plaît, est-ce que tu peux dessiner tout ce que je t'ai envoyé à l'écran? Alors je dois me souvenir, ok, alors il m'avait fait 10 buffers. Ces 10 buffers, ils sont nécessaires et il y a ce shader qu'il va utiliser. Donc, je regarde, est-ce que j'ai déjà upload sur le device ce shader ou ce buffer? Si oui, je le fais pas, sinon je dois l'envoyer. Et ensuite, il va voir justement dans quel state il est. Il va envoyer ton command buffer pour exécuter justement ton rendu. Puis ensuite, c'est lui qui va gérer, ok, maintenant je vais devoir attendre par exemple, être sûr que il a fini de rendre, donc je vais rajouter une barrière, etc. Et en fait, Mesa, dedans, à la base, c'est ton driver userland. Et la grosse partie, c'est la partie OpenGL qui gère justement tout ça pour toi. Il va rajouter le Star Tracker. Au niveau de Vulkan, c'est que tu as une API du type VK create command buffer. Bah derrière, elle va dire ok, crée un command buffer. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux juste te passer un peu de mémoire, qui a un format particulier, et toi, tu vas remplir des données dedans. Mais tu peux avoir des trucs un peu plus complexes. Genre, pour l'Intel, ils ont fait un truc génial. Quand tu veux envoyer des commandes, tu envoies ça via une queue. Donc l'idée, c'est que tu as une FIFO et tu envoies juste tes commandes d'une par une. Et par exemple, sur Vulkan, tu vas te demander, j'aimerais récupérer des queues pour savoir dans laquelle je vais envoyer mes données. Et donc là, ils vont te renvoyer pour Intel une seule queue hardcodée parce qu'ils vont dire, non, on n'en a qu'une seule pour tout parce que de toute façon, on n'a pas derrière de trucs super fancy. Donc tu as une queue. Mais côté AMD, la partie Mesa va dire, ah non, moi en fonction de ma carte, je vais avoir plus ou moins de queues, donc je vais devoir demander à la carte quelles sont ses capacités, etc. C'est juste un driver userland qui gère tout. Ouais, tu disais pour Windows, c'est pas faisable pour l'instant. Est-ce que c'est pas faisable quand Windows est le host ou quand Windows est le guest? Alors, là, on parle de QEMU qui tourne sur Linux, on parle du guest. Ouais. Et après, quand je disais pas faisable, de mes souvenirs, ce qui se passe, donc il y a deux parties intéressantes. C'est une partie, donc il y a toujours besoin d'un driver userland, un driver kernel. Le driver kernel, tu as deux types. Tu as 2D only, donc c'est typiquement j'ai deux images, j'aimerais les afficher à mon écran rapidement ou avoir un curseur qui est un peu joli, et la partie 3D. Sur Windows, il y a un driver 2D qui marche, il a quelques soucis, il y a des problèmes d'artefacts ou autre, et le driver 3D est de mémoire inexistant, parce qu'on utilisait le driver 2D pour faire de la 3D, jusqu'à là. Et après, il faut toute la partie userland. La partie userland, il n'y a pas grand chose qui a été fait jusqu'à là. J'avais fait un POC relativement dégueulasse, qui marche que dans un cas très particulier quand tout va bien. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas très fonctionnel. Ok. Bonjour, Ouais. une question peut-être un peu extérieure au projet. Ouais. Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont intéressés du coup par ce projet? Ok. Alors il y a un mec qui m'a contacté, je sais pas trop où il vient, je l'ai un peu googlé, mais c'est un mec qui voulait compiler ça pour Android. Donc voilà, je sais pas trop. Mais ça avait l'air d'être un mec qui faisait ça un peu dans son coin. La partie Vulkan en soi, pour l'instant, je vois pas vraiment. Enfin, j'ai pas eu de personne qui a directement dit ok, ça m'intéresse.
Mais je sais que quand j'en avais parlé aux mecs de Blade, à un moment, ils avaient dit ah tiens, machin, faut qu'on voit. À la base, quand j'ai commencé mon projet, on m'a dit ah, mais en fait, ton projet est peut-être inutile parce que t'as un mec de chez Google qui va travailler dessus à ta place. Ok. Puis au final, j'ai pas eu de nouvelles. Donc, je sais pas. Il y a des mecs qui s'intéressent, mais. Oui, parce que j'avais entendu d'une histoire de Google Summer of Code qui voulait Bah, faire la même chose en fait. Ça, en fait, c'est dans le cadre du GSOC que je fais ça. Et c'est justement là où c'est drôle, dans le sens où, ok, je fais le GSOC, vous m'avez pris pour ça, mais il y a un mec qui est censé travailler à ma place, genre, voilà. Mais ce qui fait que ça commence à intéresser des gens, et notamment sur le côté Windows, en fait. Parce que bah, vu que l'UE4, Unity, etc., ils supportent Vulkan, bah, en fait, si tu peux juste avoir ton driver Vulkan et t'évites toute la partie DirectX OpenGL sur Windows qui est un peu bordélique, ça peut être pas mal. Donc voilà. Ok, merci. Ok. Bon, merci.